Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Une revue qui est relayée désormais, vous le savez, sur Radio J. Et les quotidiens israéliens reprennent ce matin en titre des extraits de l'étonnante conférence de presse donnée hier soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou en direct du Brésil où il termine aujourd'hui sa visite historique. Le Israël Hayom a extrait de cette conférence de presse l'une des annonces les plus importante et il la place en manchette. Même si je suis convoqué pour une audience spéciale par le conseiller juridique du gouvernement, sous-entendu après une inculpation, je ne démissionnerai pas, dit Benjamin Netanyahou. Dans les démocraties, on remplace le pouvoir dans les urnes, pas devant la justice, a précisé le Premier ministre qui a également critiqué de manière acerbe l'attentisme de Benny Gantz, celui qui dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, en fait, est de la gauche israélienne, a déclaré le Premier ministre en parlant de Benny Gantz. Les quotidiens israéliens citent également ce matin la première réaction officielle de M. Netanyahou au mini Big Bang politique provoqué par le tandem Bennett-Shaked avec leur départ du foyer juif. Cette réaction, on peut le dire, elle est très ferme. Pour Benjamin Netanyahou, la nouvelle droite de Bennett-Shaked est un danger, un double danger. Le premier danger est que ce parti effrite le bloc de droite et le second danger est qu'il puisse conclure des accords avec des formations qui ne sont pas de la droite israélienne. Allusion au fait que la nouvelle droite de Shaked-Bennett pourrait s'allier avec Lapid ou même avec Benny Gantz. C'est pourquoi, a dit le Premier ministre, celui qui veut voter à droite doit voter pour le Likoud. Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, affirme, lui, que cette attaque très sévère de Netanyahou contre le tandem Bennett-Shaked n'est qu'une promo en perspective d'autres déclarations plus virulentes encore au cours des prochains jours et des prochaines semaines. L'objectif de M. Netanyahou sera de forcer le tandem à prendre l'engagement qu'au lendemain des élections, ils le recommanderont à lui et à personne d'autre devant le président pour former la prochaine coalition gouvernementale, ce qui apparemment ne semble pas évident. Quant au Yediot Aharonot, il va une étape plus loin et cite en manchette ce matin la réaction de Moshe Kahlon et d'Avigdor Lieberman à une autre déclaration faite hier soir par M. Netanyahou à propos des petites formations de droite qui risquent de voler en éclats et de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Hier soir, le Premier ministre a indiqué qu'il fallait s'occuper de plus près de ces formations afin d'éviter un effritement du bloc de droite. Kahlon et Lieberman annoncent en une du Yediot Aharonot qu'ils n'ont pas du tout l'intention de fusionner avec le Likoud, pas même si les sondages ne leur sont pas favorables pour l'instant. Ils affirment que Netanyahou est affaibli et donc qu'il est à la recherche de nouvelles alliances. Le Israël Hayom lui consacre également une demi-page à ce qu'il appelle le chaos à gauche. Et le journal cite en évidence les propos de l'un des leaders du parti travailliste qui reconnaît que jamais la situation politique de la gauche israélienne et de son parti en particulier n'a été aussi difficile. Ce député a même parlé de tsunami politique. Les primaires dans le camp sioniste se tiendront le 12 février prochain. Le Maariv insiste ce matin sur la démission du ministre du Logement Yoav Gallant de la Knesset et sur sa décision de rejoindre le Likoud et de briguer une place dans la liste électorale du parti après avoir été membre éminent de Kulanu, le parti de Moshe Kahlon. L'annonce de ce transfuge n'est pas du tout une surprise. Cela fait au moins 2 ans que Kahlon et Gallant sont en conflit interne et l'on savait depuis longtemps que l'ancien général ne resterait pas dans Kulanu. Ce qui a surpris par contre, c'est le communiqué plutôt chaleureux publié hier par Moshe Kahlon pour annoncer le départ de Yoav Gallant. Il a été décidé que Gallant quittera le ministère du Logement mais restera ministre sans portefeuille avec pour responsabilité l'intégration des Olim afin de pouvoir conserver ainsi sa place de choix dans le cabinet restreint pour la sécurité nationale. L'arrivée de Gallant au Likoud est importante car il a été général et même pendant quelques jours chef d'état-major avant d'être remplacé justement par Benny Gantz à cause d'une affaire d'élargissement illégal de sa villa sur un terrain public dans son moshav. Le Israël Hayom se fait l'écho de la position affichée des leaders spirituels de la communauté éthiopienne. Les Kaïs ont en effet affirmé hier pour la première fois que le parti qui voudra le vote des Éthiopiens devra en placer un au moins dans une place réaliste sur sa liste électorale. Et le journal explique que c'est l'une des explications à cette initiative rarissime des Kaïs et que ceux-ci ne sont pas du tout satisfaits de l'action du président de la commission d'intégration de la Knesset, Avraham Nagosa, à qui il reproche son action en faveur de l'Aliyah des Falashmora, qui sont considérés par ces caïs éthiopiens, ces leaders spirituels de la communauté des Éthiopiens, comme des chrétiens.
Les journaux annoncent que la journaliste et conférencière religieuse Sivan Rav Meir a été sollicitée par le foyer juif après le départ de Bennett et de Shaked pour être introduite dans la liste électorale du parti, mais Sivan Rav Meir a refusé. Je vous rappelle que nous avons appris ce matin que le foyer juif avait proposé une place de choix, peut-être même la tête de liste, au Rav Rafi Peretz, l'ancien aumônier général de l'armée israélienne. Et si l'on pensait que la Knesset était dissoute, eh bien on s'est quelque peu trompé. Hier, en effet, le Parlement israélien a ressuscité, si l'on peut dire, pour voter toute une série de lois sociales qui font consensus dans la société israélienne et au sein de l'échiquier politique, comme la loi qui entend lutter contre la prostitution, ou encore la loi visant à autoriser l'installation de caméras dans des maisons de retraite afin d'empêcher le harcèlement de personnes âgées par le personnel. Et enfin, la loi sur l'interdiction de faire de la publicité pour les fabricants de cigarettes. Il faut préciser que la semaine dernière, avant de dissoudre le Parlement, la Knesset avait convenu que les projets de loi qui feraient l'unanimité, qui avaient déjà été votés en première lecture, pourraient aboutir. Et justement, ces lois sociales ont été votées alors que le Bitoire Léomi, les assurances nationales, ont publié leur rapport annuel sur la pauvreté. Les principaux indices de ce rapport sont en amélioration. Nous en avons parlé il y a quelques instants avec Gilles Darmon de La Tête. Ils sont en amélioration par rapport au précédent rapport. Ainsi, le nombre des enfants nécessiteux est en baisse, tout comme le nombre de familles qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Il n'empêche que l'on peut toujours affirmer, malheureusement, qu'un enfant sur 5 en Israël est pauvre. Pour ce qui est des données, on recense 466 000 familles nécessiteuses et un total de 1 780 000 personnes en deçà du seuil de pauvreté, dont 814 000 enfants, alors qu'ils étaient plus d'1 million en 2016. Et au bout du compte, Israël continue à être en tête des pays de l'OCDE pour ce qui est du nombre de personnes en deçà du seuil de pauvreté et pour son inégalité sociale criante entre plus riches et plus pauvres, plus nécessiteux. En marge de cette activité électorale, les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les obsèques d'Amos Oz qui se sont déroulées hier à Tel Aviv, puis dans l'intimité dans le kibbutz de Hulda, où le célèbre écrivain avait vécu depuis l'âge de 15 ans, et ce pendant 30 ans. Les journaux mentionnent en particulier l'oraison funèbre prononcée par son ami d'enfance, camarade de classe, le président de l'État Reuven Rivlin. Qu'allons-nous faire sans toi, Amos? Qui va continuer à parler de nous comme tu savais si bien le faire? Tu n'avais pas peur d'être appelé traître, c'était pour toi un honneur. Et le Yediot Aharonot ouvre ce matin ses colonnes à la fille d'Amos Oz, Fania, qui reproduit son oraison funèbre prononcée hier. Mon père avait réussi à ensorceler l'obscurité, a-t-elle dit. Et enfin, le Yediot Aharonot publie ce matin des copies des lettres manuscrites de la main d'Amos Oz, des lettres adressées à ses amis, les grands écrivains de la littérature israélienne, dans lesquels il parle de l'écriture et de la tourmente que celle-ci peut parfois provoquer. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h38 sur Studio Kalita et sur Radio J. Nous allons marquer une pause musicale et dans quelques instants, on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.